Vous sentez-vous pressé, vous aussi, dans vos études, votre travail, dans vos vies sociales? Tout va vite. Sentez-vous cette injonction à la production, à la performance, à l'optimisation? Et si ralentir était devenu un acte de résistance? Bienvenue dans l'art de se sentir bien, un laboratoire d'écoute et de partage pour découvrir comment et pourquoi la culture nous fait du bien. Comment agit-elle concrètement sur notre bien-être psychologique et même physique? Mon nom c'est Anaïs Amoureuse, je suis journaliste et diplômée de l'Université de Montréal. C'est ici que j'ai découvert la radio au micro de CISM en animant l'émission Quartier Libre où la culture occupait déjà une place centrale. Aujourd'hui, je poursuis cet amour de la radio et de la culture avec cette série de balados pour réfléchir ensemble à un sujet essentiel, le lien entre culture et bien-être. Dans chaque épisode, je vous invite à tendre l'oreille vers des histoires, des voix et des idées qui tissent des liens ici même sur le campus. Dans cet épisode, on se demande comment la culture, à travers l'art, l'écriture, la musique, le cinéma par exemple, peut nous aider à s'affranchir du culte de la performance et à retrouver une présence plus humaine, plus douce au moment présent. La performance est partout, dans les notes, dans les CV, dans les horaires surchargés. Même le bien-être est devenu quelque chose à réussir. J'ai échangé avec le psychiatre, psychothérapeute et professeur agrégé au département de psychiatrie et d'addictologie, Lionel Cailleul, à ce sujet. C'est quoi les conséquences psychologiques ou neuropsychologiques de la performance permanente? Plein de conséquences. Par exemple, on peut avoir une performance sur le bien-être. Ça, c'est un shift social où il y a eu l'idée qu'à un moment, c'était la société qui devait nous fournir le bien-être et maintenant, c'est l'individu qui est responsable de son bien-être. Donc là, parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y en a qui pourraient se dire: «Ah mince, j'écoute pas assez de musique. Ah mince, je fais pas assez ci. Ah mince». Et donc, la performance peut embarquer sur tous les terrains. Et puis, elle peut nous épuiser parce qu'on a mis trop d'énergie sur un truc en négligeant d'autres composantes, le sommeil, l'alimentation, les amis, le sens, l'art. Et évidemment, si vous pensez que vous faites pas assez pour votre bien-être, ça se peut que ça améliore pas votre bien-être et c'est comme un cercle négatif. Si elle est bien gérée, si on a une performance de long terme, je pense à la communauté étudiante, j'imagine qu'il y a la majorité qui veulent réussir leurs études, qui veulent avoir des bonnes notes, qui veulent rentrer dans les programmes qu'ils veulent. Pensez que votre performance de long terme, il faut que vous soyez en forme sur le long terme. Un peu comme un marathon, ça sert à rien de courir très vite sur 1 heure, puis d'être épuisé, parce que ça serait ça la conséquence négative de vouloir être super performant, c'est en fait de pas l'être du tout, quoi. Donc la performance dans une pensée holistique et incluant le bien-être dans la vie étudiante, c'est aussi important que les notes. Nous, on a eu des drames en médecine dans différents pays, hein. Ça n'a rien à voir avec l'université de Montréal, mais on avait des étudiants en médecine qui se suicidaient ou qui... C'est quoi ça? C'est pas ça qu'on veut. Donc, on veut des gens qui sont bien dans leur basket, qui vont être capables d'empathie, d'écoute avec les autres, qui vont être capables socialement de vivre une vie qui vaut la peine. Et s'ils ont des A-, ils auront des A-, c'est pas, ou des B, ou des C, peu importe. Mais il y a une question d'équilibre à trouver. J'ai dévié de votre question sur la performance, mais la performance, elle peut nous faire perdre l'objectif. L'objectif final, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut de nos vies? Qu'est-ce qu'on veut comme société? À force de viser la vitesse, on perd parfois l'essentiel, le sens, l'équilibre et même l'objectif. Mais paradoxalement, on peut aussi tomber dans le schéma inverse de performance de bien-être. Se sentir bien peut aussi être une pression supplémentaire. Être productif et aller bien. Être efficace et être zen. Et je pense qu'il y a un enjeu avec les attentes, c'est que on peut se mettre des attentes qui sont trop élevées sur se faire du bien. C'est que les attentes sont probablement trop élevées sur ce que devrait être le bien-être idéal. On varie, notre bien-être, des fois je vais bien, des fois je vais pas bien. C'est ça l'expérience humaine, on varie. Donc c'est normal que ça varie. Et puis, quelques expériences de bien-être comme aller marcher, regarder le soleil, euh,
Ça prend 2 minutes dans la journée, 30 secondes, puis ou 15 secondes et c'est juste prendre conscience des bonnes choses qui nous entourent. Selon Dania Ramirez, psychologue clinicienne au Centre étudiant de soutien à la réussite, il est essentiel de faire de la place dans son horaire pour des moments de plaisir et de bien-être. Ben, on conseille toujours aux étudiants, évidemment, de planifier leur session avec toutes les incontournables, là, d'abord. Après ça, ben, on essaye de toujours dire à l'étudiant de se garder aussi des espaces libres un peu, là, comme des fois, c'est des petits espaces, mais qui peuvent donner de l'air un peu, puis qui peuvent aussi aider l'étudiant à faire face à des imprévus possibles, parce que des imprévus, il y en a. Donc ça, c'est des petits conseils qu'on va leur donner comme ça pour la planification, de toujours se garder du temps dans une journée pour soi, même si c'est 15-20 minutes. On recommande toujours d'intégrer dans l'horaire un petit moment de détente, d'avoir quelque chose qui te ressemble, tout en respectant les normes académiques auxquelles tu es confronté, parce que dans le fond, dépendamment aussi des domaines d'études, il y a des heures de lecture, des heures de travail. Donc, on rentre tout ça dans l'horaire. Puis après, on dit aux étudiants, ben, c'est pas obligé d'être parfait, hein, tu sais. Tu peux avoir beaucoup de lectures, on va mettre 2 heures pour ces lectures-là, mais ça se peut que tu n'aies pas le temps de toutes les finir. Mais respecte quand même ton horaire, tu sais. Essaye quand même d'aller à l'essentiel, d'apprendre à discerner ce qui est plus important versus ce qui est moins important. Fait que, tu sais, un horaire, je pense que tout le monde est capable de faire ça, tu sais, en déterminant des périodes de fixes, variables. Mais ce qui est plus difficile, c'est de le respecter. Puis souvent, si on ne le respecte pas, c'est parce qu'il ne nous ressemble pas ou il n'est pas réaliste. Fait que moi, j'aurais envie de dire aux gens, un bon horaire, c'est un horaire qui est réaliste. C'est quoi un horaire réaliste? Ben, un horaire réaliste, c'est un horaire qui te ressemble. C'est un horaire où tu ne brûles pas la chandelle par les deux bouts. Ou quand tu te dis, où ta planification n'est pas dans les nuages. C'est-à-dire, si tu as 1 heure devant toi, ben, il ne faut pas écrire « je vais lire 100 pages ». Tu sais, tu as 1 heure. Fait que, tu sais, peut-être que c'est mieux de voir quelle est ta vitesse de lecture, puis d'ajuster la tâche que tu mets dans cette heure-là en fonction de tes capacités. Ça donne rien de faire la fameuse liste du dimanche là, avec le to-do, là, toute la liste de la fin de semaine. Finalement, si tu fais 20% au bout de la ligne. Alors, c'est quoi un horaire réaliste? C'est de regarder le temps dont tu disposes, l'énergie dont tu disposes, les besoins, ton besoin de sommeil, tes besoins de socialiser, puis de remplir l'oreille en fonction de ça et non pas de faire, OK, l'horaire, c'est une liste d'un idéal quelconque. Là, c'est sûr que ça ne marchera pas. Alors, c'est ça un horaire réaliste, un horaire qui tient compte de tes capacités versus le temps dont tu disposes. On voudrait tous en faire plus. Ça, c'est vraiment l'histoire de tout le monde, hein? Le fameux syndrome du dimanche soir, tout le monde est confronté à certains moments, à ce moment-là où tu te dis il semble que la fin de semaine a passé trop vite. Tu sais. Mais peut-être que la fin de semaine était trop chargée. Tu sais. Nous, au César, on aide beaucoup les étudiants dans leur gestion du temps à planifier qu'est-ce que c'est qu'une bonne session avec un horaire équilibré, qui te ressemble, qui répond à tes besoins. Donc, idéalement, oui, il faut le planifier. Mais quand on ne l'a pas planifié, on peut aussi, tu sais, si on ne l'a pas fait, ben, moi, je dis qu'il n'est jamais trop tard pour dire mets tes souliers de course, va marcher dans la nature. Tu ne l'as pas planifié, mais là, tu en as vraiment besoin. Donc, je pense qu'il y a possibilité aussi de l'intégrer dans un moment difficile. Alors, pourquoi ralentir fait du bien? Cela peut paraître contre-intuitif, mais ces moments de bien-être sont essentiels pour notre cerveau et encore plus dans ces moments où on est surchargé et où on pense que c'est vraiment une mauvaise idée de prendre du temps pour soi à ce moment-là. J'ai discuté de surcharge cognitive avec la neuropsychologue au Centre étudiant de soutien à la réussite, Anne-Laure Massé. Le stress va réduire souvent la créativité, parce que ça paralyse nos circuits, donc ça empêche la génération de la nouveauté. Donc la nuit, le fait d'être stressé pour la créativité. Il y a des activités artistiques qui favorisent la créativité du fait qu'elles inhibent un peu certaines régions qui sont liées à l'autocontrôle, au jugement. Donc, c'est des régions qui sont utiles, mais quand elles sont suractivées, à
en fait, ça freine notre créativité. Parce que c'est vrai, l'université, c'est exigeant, il y a beaucoup de choses à faire. Cognitivement, c'est stimulant, mais c'est très prenant. Et donc, je rencontre beaucoup de personnes qui sont en surcharge cognitive. Donc, ce que je recommande souvent, c'est d'introduire, durant la session, de maintenir des pauses de ressourcement pour permettre au cerveau de se reposer, pour finalement, après, mieux fonctionner, être plus attentif et mieux mémoriser. C'est très important de maintenir ces pauses durant la session et même durant la fin de session. Et quand on parle de pause, ça peut être de maintenir des activités artistiques, des activités culturelles qui nous permettent de nous divertir, qui nous permettent d'activer d'autres états émotionnels plus joyeux. Et ça peut réduire des ruminations, ça peut nous éloigner un peu de ce stress de performance des fois qui est activé. On est pris par la fin de session, donc là notre temps est limité, donc on coupe en sommeil, on coupe en alimentation, donc on coupe dans nos activités de loisirs. Mais des fois on sous-estime l'impact de ces activités-là sur notre bien-être et on sous-estime l'impact sur notre cognition. Donc, le fait de maintenir des pauses durant la fin de session, des pauses dirigées, de détente, vont finalement nous rendre plus efficaces. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais ça peut nous rendre plus efficaces dans nos apprentissages. On croit souvent que pour avoir de meilleurs résultats, il faut étudier beaucoup et faire que étudier. Donc, si il me reste 10 heures, je vais étudier 10 heures et je vais avoir de meilleurs résultats scolaires. Et en fait, c'est faux. Il faut introduire des pauses et on va avoir de meilleurs résultats scolaires si on introduit des pauses. En fait, c'est une fausse croyance de croire que en coupant les pauses, on va mieux performer. Et une pause, c'est combien de temps concrètement? Alors, ça dépend et puis ça va dépend ce qu'on va rechercher. Par exemple, durant l'étude, une session de 3 heures d'études, il y a la méthode Pomodoro, donc d'introduire durant cette période de 3 heures quelques pauses de 5-10 minutes. Vont avoir un bienfait sur le fonctionnement attentionnel durant ces 3 heures. On va être finalement plus attentif durant les 3 heures si on a introduit 2-3 pauses, micro-pauses, plutôt que le fait de ne pas avoir fait de pause. Et je vous avoue que pour moi, c'est une méthode qui m'a beaucoup aidée, Pomodoro. Parfois, je perds un peu la notion du temps. Je peux rester bloqué des heures sans avancer, alors que d'autres fois, je fais des miracles ultra rapidement. Quand je sens que je bloque, je mets un minuteur de 15 ou 20 minutes et je fais une mini tâche, genre écrire un courriel. Et le fait de commencer à faire ça, ça me met en action et ça m'aide à poursuivre et à enchaîner d'autres tâches. Et d'autres fois, quand je sature, je mets aussi un minuteur et pendant 10-15 minutes, j'arrête de travailler, soit pour méditer, soit pour m'étirer et même parfois pour lire. Oui, même pour lire. Et je sais que je ne suis pas la seule à penser à tort qu'il me faut des heures de libre devant moi pour faire ces choses-là, alors que ça prend juste quelques minutes. Et je suis tellement satisfaite après ça parce que je sens les effets directs. Ralentir, c'est pas abandonner. Ou c'est pas faire moins par paresse. C'est faire autrement. La contemplation et les temps de pause permettent de réduire le stress et la charge mentale, de favoriser la pleine conscience, d'améliorer la créativité et, paradoxalement, de mieux performer sur le long terme. C'est permettre au cerveau de respirer. Et c'est là que la culture entre en jeu. L'art, l'écriture, la musique, la danse sont des espaces où l'on peut exister sans produire un résultat mesurable. Dans une pratique culturelle libre, on sort de la logique du rendement. On ne crée pas pour être performant, on crée pour ressentir. Quand on est dans l'authenticité, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de « bon, je suis ce que je suis, je crée ce que je crée, j'écris ce que j'écris ». La culture devient alors un lieu de reconnexion à soi, un endroit où ralentir est non seulement permis, mais surtout nécessaire. Ralentir ne demande pas des heures. Ce sont souvent des micro-gestes. Quelques minutes suffisent pour écouter un album sans faire autre chose, écrire ou dessiner sans objectif, contempler une œuvre, marcher sans destination ou prendre le temps de respirer en pleine conscience. Le plus important, c'est d'ajuster ses attentes. Ralentir, ce n'est pas viser un bien-être parfait.
À l'Université de Montréal, il existe des lieux pour créer sans pression. Par exemple, chaque mercredi, entre 16h et 18h, à la cafétéria locale au 3200 Jean-Briand, les ruches d'art offrent des espaces d'expérimentation libre, sans évaluation ni performance. Les activités culturelles sur le campus permettent aussi de sortir du cadre académique pour se reconnecter à sa créativité grâce à des ateliers culturels ou des films du ciné-campus. Ce sont des espaces précieux parce qu'ils nous rappellent que nous sommes plus que des résultats. Ralentir, ce n'est pas renoncer à ses ambitions, c'est choisir une trajectoire plus durable, plus humaine. La culture nous offre cette possibilité rare, être pleinement là, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Et peut-être que dans un monde obsédé par la performance, ralentir, c'est déjà transformer la culture. C'est ainsi que se termine cette série de balados sur l'art de se sentir bien. Merci du fond du cœur à tous les spécialistes et à tous les invités qui ont contribué à ce balado. Cette production des services à la vie étudiante a été rendue possible grâce au concours Mieux-être étudiant du vice-rectorat à la réussite aux affaires étudiantes et aux études de l'UDM. L'enregistrement a eu lieu dans le studio Balado des bibliothèques et la composition musicale est signée Mauve Robichez, étudiante à la faculté de musique. Mon nom c'est Anaïs Amorose et j'étais ravie de concevoir, animer et réaliser ce projet. Merci pour votre écoute. À bientôt.